seen patron tuddul Sidy Lamine Niass tuddul keneen c'est le peuple sénégalais, c'est lui qui vous paie mooy ki leen di jëmale kanam. Merci d'être au rendez-vous. Bienvenue dans cette session d'information dont voici les titres. Au sommaire de ce 20h, vive inquiétude à Guédiawaye, un déboisement à haute intensité sur le littoral du Golfe Sud fait réagir populations et autorités face au risque avancé, de l'avancée de la mer. Ces populations lancent un cri d'alerte dans ce 20h. Le réaction à suivre en début d'édition. Malgré l'abondance des ressources halieutiques, les communautés côtières demeurent à marge des retombées économiques de la pêche. Les acteurs qui parlent d'injustice misent sur l'éducation environnementale pour établir l'équilibre. Le Fogny manifeste sa colère regroupée au sein du collectif L'heure est grave. Ses habitants dénoncent le ras-le-bol face à des décennies de promesses non tenues. Ils ont investi la rue pour exiger, disent-ils, le désenclavement de cette partie de la Casamance. Tels sont les titres. Tout de suite, le développement. Merci d'être au rendez-vous et bienvenue dans cette session d'information que nous démarrons avec ce déboisement inquiétant noté sur le littoral à Golfe Sud à Dakar et précisément à Guédiawaye. Les populations et autorités de la localité pointent les risques liés à l'avancée de la mer. Face à la presse, elles exigent des mesures urgentes avant que l'irréparable ne se produise. Je vous propose de suivre ces quelques réactions recueillies par Théodore Semedo. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour alerter l'opinion publique sur les menaces qui présentent sur la bande verte des Filao de Guédiawaye. Notre démarche n'est pas une opposition au développement. Nous rappelons que le décret numéro 2021-701 du 4 juin 2021 approuvant et rendant exécutoire le PUD de la zone de Guédiawaye souligne clairement la nécessité de protéger le cadre écologique tout en assurant un développement urbain maîtrisé. Ce même décret prévoit également le classement de certaines parties de la bande du littoral en zone de protection par reboisement et aménagement paysager, reconnaissant ainsi l'importance environnementale stratégique de cette zone. Par ailleurs, le décret numéro 2025-1923 du 27 novembre 2025 relatif au réaménagement du plan d'urbanisme détaillé de Yeumbeul Nord et de la bande Malika Yeumbeul, mettant en avant la préservation du cadre de vie et des espaces devant contribuer à un aménagement durable équilibré du territoire. C'est pourquoi nous demandons que les mêmes principes de préservation soient appliqués à la bande verte des Filao de Guédiawaye. La bande verte joue un rôle essentiel. Elle constitue un rempart naturel contre l'avancée de la mer. Elle protège les quartiers environnants contre les risques d'inondation. Elle représente une importante zone de captage et d'absorption des eaux pluviales. Elle participe depuis plus de 30 ans des activités agricoles et d'élevage qui participent à l'économie locale. Face à cette situation, nous demandons la publication de la présentation des études d'impact environnemental, social et économique relatives aux projets envisagés. La participation effective des populations dans toute prise de décision concernant l'avenir de cette zone. La réalisation d'études complémentaires sur les risques d'inondation, l'érosion côtière et les conséquences environnementales des projets de construction. Nous proposons notamment un parc écologique urbain, des espaces verts aménagés, des équipements sportifs et loisirs, des infrastructures socio-éducatives, des activités agricoles durables
nous appelons les autorités, les députés, les collectivités territoriales, les organisations environnementales et l'ensemble des citoyens à unir leurs efforts pour préserver ce patrimoine naturel unique. Il faut de la transparence. Parce que la loi du Sénégal dit que quand quelqu'un a un permis d'occuper, cette personne-là, quand on distribue les terrains, cette personne-là, elle est prioritaire. Donc, on ne comprend pas qu'on voit des gens qui n'avaient pas occupé ce terrain-là, ces terrains, qui brusquement se retrouvent propriétaires de ces mêmes terrains. Nous aimerions avoir la véritable version. Riches en ressources halieutiques, les communautés côtières restent pourtant les grands oubliés des retombées économiques de la pêche. Face à cette injustice, des acteurs plaident pour une meilleure implication des jeunes à travers l'éducation, mais aussi la citoyenneté environnementale. Je vous propose de suivre également ces quelques réactions recueillies par Tchernodaf. Les communautés gèrent ces aires marines protégées, mais ils font face à des problèmes, et surtout des problèmes financiers. Parce que gérer aussi, il faut avoir les moyens pour pouvoir gérer. Réhumaniser les relations avec les océans, c'est un peu revoir le rapport que les populations, les gouvernants ont avec les océans. Les océans sont très importants dans la vie des communautés, aussi bien les communautés côtières que les communautés qui sont à l'intérieur, en termes de climat, mais aussi en termes de production d'aliments. Les rapports qui existent entre les peuples et les océans sont de plus en plus complexes. Pourquoi complexes? Parce que tout simplement, les populations ne sont pas mis en avant dans la gestion de ces océans-là, mais aussi et surtout, tous les bénéfices que procure l'océan ne viennent pas directement au niveau de ces populations-là. Les ressources, c'est pour tout le monde. Hein. On n'a pas le droit, nous, de le saccager ou de le massacrer, en tout cas de le surexploiter, parce qu'il y a une génération future qui arrive, et ces générations futures ont leur part de cette ressource. Recoller les jeunes, la future génération, surtout les moins de 18 ans, les enfants qui sont dans les écoles, pour qu'il y ait au moins ce qu'on appelle la citoyenneté environnementale. Que ces gens puissent maîtriser les problèmes environnementaux. Parce que ces problèmes que nous vivons aujourd'hui, c'est peut-être qu'il y a une génération qui n'a pas très tôt pris conscience de ces problèmes-là. Donc aujourd'hui, si nous investissons dès le bas âge à ces enfants-là, ça va nous permettre demain de faciliter notre travail par rapport aux problèmes environnementaux. Et je vous le disais à l'entame de ce journal Colère dans le Fogny, le collectif citoyen Le Régrave a investi la boucle pour réclamer le désenclavement de cette partie de Bignona. Les populations disent en avoir assez des promesses non tenues suffisant pour qu'elles font face avec la presse pour alerter qui de droit. Écoute à ce propos Elhaji Camara, leur porte-parole qui s'est confié à Mehdi Khalid Djemé. Vivre dans le Fogny aujourd'hui, c'est faire face quotidiennement au calvaire de l'isolement. Nos routes ne sont plus de simples voies de communication, elles sont devenues de véritables obstacles. C'est le calvaire de nos agriculteurs qui voient leur production pourrir sur place faute de pouvoir les acheminer vers les grands marchés. C'est le calvaire de nos malades et de nos femmes enceintes pour qui rejoindre un centre de santé relève d'un véritable parcours du combattant, parfois au péril de leur vie. C'est également l'économie de toute la Casamance et par extension de tout le Sénégal qui se trouve freinée par ce chaînon manquant du développement. Si cette boucle était réalisée, elle rendrait le secteur viable, relancera les activités commerciales et facilitera les échanges. En raison de l'état de la route, la population peine aujourd'hui à écouler ses marchandises. Certains jeunes, faute d'alternatives économiques, se trouvent vers des activités illicites, notamment la culture du chanvre indien, conséquence directe de l'enclavement et de l'insécurité qu'il engendre. Ce n'est ni leur choix, ni leur volonté, mais une réalité imposée par les conditions de vie. Pourtant, la boucle du Fogny n'est pas un projet nouveau. Depuis les années 1960, nous entendons les mêmes discours à chaque séance, à chaque passage officiel. On nous présente des calendriers, des études techniques
et des engagements formels. Nous ne demandons pas une faveur, nous réclamons un droit. Le droit à la mobilité, le droit au développement et le droit à l'équité territoriale. Le FONI a très attendu notre patience et arrivé à ses limites. Nous exigeons dès aujourd'hui un calendrier clair. Devenir propriétaire reste un véritable parcours du combattant pour de nombreux travailleurs. Pour répondre à cette préoccupation, le syndicat unique des travailleurs de la santé, mais aussi de l'action sociale, a lancé un programme d'habitat social. L'organisation a signé une convention avec Mangan Standing à Terrasmo, Afrique Logistique. Le point avec Théodore Semedo. L'accès à l'habitat social, un véritable calvaire pour les travailleurs, dont ceux du secteur de la santé, une situation à laquelle veut remédier le syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale, SUTSAS, à travers le projet Un travailleur, un toit, initié par sa coopérative SUTSAS de Kouaï en collaboration avec l'entreprise Mangan Standing Terrasma Afrique Logistique. Parce que, comme le disait aussi le président Abdou Diouf, le premier critère de lutte contre la pauvreté, c'est le logement. Donc nous avons créé la coopérative d'accueil de Kouaï pour uniquement un seul projet, une seule ambition. Un travailleur, un toit. Pour la première phase, c'est 400 adhérents. On a la parole bientôt. Donc, il va nous accompagner non seulement dans le solaire, comme on a dit, parce que c'est une ville écologique. Donc on espère avoir une ville avec moins de pollution, parce qu'avec le solaire, donc, on a moins de pollution. Et avec l'électricité dans cet environnement-là, il fera bon vivre pour les travailleurs de la santé. Une cérémonie de signature de convention entre les deux entités à Zakmbao a servi de tribune aux parties prenantes pour revenir sur les tenants et les aboutissants de ce projet dont la première phase cible 400 personnes. Donc pour un début, aujourd'hui donc on a démarré avec 400 parcelles, dont 300 à Sindia et 100 à Ndayan. Et ça c'est juste un début. Donc, avec le futur, donc il y aura d'autres qui sont, parce que c'est évolutif, le nombre est évolutif. Donc, en fonction des adhérents. Maintenant, pour Ndayan, on a des surfaces individuelles de 225 mètres carrés. Et au niveau de Sindia, c'est des surfaces individuelles de 300 mètres carrés. La coopération n'engage pas l'adhérent. C'est uniquement la coopérative d'habitat qui travaille avec le partenariat Enesta Elvadou MWD. Cette action sociale mérite d'être encouragée selon l'ancien ministre de la Santé, Abdou Fall, par ailleurs parrain de la cérémonie. La convention que vous signez aujourd'hui dépasse largement le cadre d'un simple projet immobilier. Elle porte une ambition sociale forte, permettre aux femmes et aux hommes qui consacrent leur vie à la santé de nos concitoyens d'accéder à un logement décent, moderne, accessible et adapté aux exigences de notre temps. Ainsi, le syndicat de revendication, le SUTSAS, s'engage dans la bataille du développement et de l'action sociale à travers l'accès à un toit décent entre Ndayan et Sindia pour la construction de cités dont l'une va porter le nom de son actuel secrétaire général, Mbalo Diacham. Théodore Semedo, Mbao, Walfadjri. Théodore Semedo a noté également que le poste de santé de Mboula est confronté à un manque criant de salles d'hospitalisation, de matériel médical, mais aussi de personnel soignant en nombre suffisant et motivé. L'alerte a été lancée par l'infirmier chef de poste en marge d'une cérémonie de réception d'un don de matériel médical. Suivant les éclairages dans cette correspondance de Doudou Tchadna. Construit depuis 1975, le poste de santé de Mboula souffre d'un problème de salles d'hospitalisation, de matériel médical et de personnel soignant. Babacar Faye est l'infirmier chef du poste de santé de Mboula. Difficulté, c'est par rapport à l'hospitalisation des malades. Comme vous l'avez vu, au niveau du poste de santé de Mboula, il y a une seule salle d'hospitalisation au niveau médecine et au niveau maternité. Augmenter d'autres salles aussi sera la bienvenue, quoi. Vraiment, le problème principal, c'est par rapport à l'hospitalisation. Surtout
Personnel, on peut dire que le principal problème par rapport au personnel, c'est le poste de Sandoumboura engage on a un ICP qui est communautaire et la sage-femme les communautaires. Ne vaut pas des contrats au niveau ministère. C'est la communauté qui se débrouille pour payer la sage-femme et l'infirmier chef de poste. Pour améliorer le plateau technique du poste de santé de Mboula, l'ancien président de l'Assemblée nationale, El Hadji Malick Ndiaye, a mis à la disposition de l'équipe médicale un important lot de matériel médical. Un geste salué par les populations. Oui, absolument. D'abord, ce qu'on fait, c'est remercier vivement le président El Malick Ndiaye de ce qu'il a encore réitéré. Il a encore réitéré qu'il vraiment s'engage à investir dans le développement. Nous avons un sentiment de satisfaction parce qu'il est toujours sur la ligne du parti, sur le projet PASTEF qui a toujours œuvré pour le développement, donc, et qui parle de matériel médical, parle de santé, surtout que ce matériel a été orienté vers le côté maternité. Donc ça prouve qu'il a une pensée sur le social, mais aussi sur la touche féminine. Le poste de santé de Mboula polarise une soixantaine de villages. Le déficit de matériel médical a souvent favorisé la mortalité maternelle. Avec cet appui, la prise en charge sanitaire va certainement être améliorée dans ce poste de santé. Linguère, Doudou Tchane, Radio-Télévision, Walfadjri. Doudou Tchane, toujours en politique, retenez bien que Moustapha Diop a été accueilli par une foule nombreuse, à son retour dans le Ndjambour. Le maire de Louga a saisi l'occasion pour exprimer, dit-il, sa confiance en la justice. Le député, par ailleurs président du parti Farlou, annonce une déclaration sur son avenir politique les jours à venir. Omar Keire nous en dit plus. De l'entrée à Louga jusqu'à la mairie, les populations sont sorties nombreuses pour accueillir Moustapha Diop. Le maire, de retour dans la capitale du Ndjambour, après un an d'absence, est reçu en grande pompe. À son arrivée à la place Mansour Bouna Ndiaye, Moustapha Diop prend la parole et revient sur sa vie carcérale de ces derniers mois. J'ai vécu dignement cette mission grâce à votre soutien. J'ai été ministre pendant 12 ans, après avoir été 4 ans directeur général et sans oublier mon passage à la caisse de dépôt et consignation comme analyste financier pendant plus de 4 ans. Aujourd'hui, je suis maire depuis 14 ans, donc je me dois d'être toujours républicain et homme d'État à toutes circonstances. Je fais confiance à la justice de mon pays. Nous avons des magistrats compétents et intègres. Sans doute que les militants qui sont venus l'accueillir s'attendaient à ce que le président de Farlou se prononce sur l'actualité nationale et son avenir politique, mais Moustapha Diop préfère donner rendez-vous dans les jours à venir. Tout le parti va se réunir d'ici peu et à travers une conférence de presse, nous allons parler avec les Sénégalais des questions brillantes de l'heure qui concernent l'avenir du pays. Mais sachez que nous sommes très contents de l'accueil que vous nous avez réservé aujourd'hui. L'ancien ministre de l'Industrie et des PMI a par ailleurs rendu hommage au président Macky Sall et lui a témoigné de son soutien au poste de secrétaire général des Nations Unies qu'il convoite. Discours tenu devant l'ancien ministre Mansour Faye, le président du conseil départemental de Louga, Amadou Mbéry-Sylla, plusieurs maires du département et autres responsables politiques. Omar Keire Louga, Walfadjri.
Omar Kairé, un grand merci à vous. Après à Louga, direction à Saint-Louis, et c'est pour parler politique toujours, et cette fois-ci avec les militants du parti PASTEF, lesquels militants qui réclament le renouvellement des instances du parti, estimant que les structures de base actuellement provisoires doivent être régularisées. Selon eux, ce processus aurait même dû précéder la tenue du congrès. Suivons la réaction d'Amadou Moustapha Niang. Ces propos sont recueillis ici par Gabriel Barbier. Par rapport au renouvellement, comme on l'a dit, nous sommes des militants. C'est pas parce que nous voulons être le coordinateur. C'est pas parce que nous voulons perturber. Non. C'est juste, en fait, par rapport au texte, logiquement, avant le congrès, les structures de base devraient être renouvelées. Mais le contexte étant, les difficultés observées par-ci et par-là ont fait que le président du parti a décidé de surseoir d'abord au renouvellement de la base et d'aller directement au congrès. Maintenant que le congrès est fait, maintenant qu'on a choisi le président pour les 6 prochaines années, moi je pense, en tant que militant, j'ai le droit de dire et de demander au bureau politique de se tourner maintenant aux structures de base, aux sections et aux coordinations, afin que ces structures-là soient légitimes. Parce que ici à Saint-Louis, depuis 2018, c'était ici même que Birame Souleye et Khalifa Ababacar Sarr étaient venus. Ça nous avait permis d'avoir une structure, mais cette structure-là, elle est toujours provisoire. Moi qui parle, je suis vice-coordinateur, mais je suis provisoire. Pour que cela cesse, pour que l'on ait des structures légitimes, surtout par rapport aux enjeux à venir, je pense qu'il est légitime pour un militant de demander de renouveler les structures de base. C'était une rencontre de clarification après l'élan décisif qui a été appelé à Dakar le 6 et le 7 juin pour le congrès ordinaire, qui a permis d'élire à l'unanimité avec les 553 communes et les diasporas le président du parti pour 6 ans. C'est quelque chose que nous avons magnifié, c'est quelque chose que nous saluons. Et pour nous, ça a été, voilà, ce n'est que logique. Journée d'intégration de la jeunesse FDR. Au sortir de cette rencontre, plusieurs engagements ont été formulés, à savoir le renforcement de l'unité d'action de la jeunesse de l'opposition, soutenir une liste unitaire et accroître la représentation des jeunes dans les instances de décision, mais aussi sur les listes d'investiture des prochaines élections territoriales. Michel Da Silva avec Mamadou Chama. Au cours de cette rencontre, plusieurs engagements ont été adoptés. Renforcer la mobilisation citoyenne et l'engagement de la jeunesse pour la défense des valeurs démocratiques républicaines fermes. Consolider l'unité d'action de la jeunesse du FDR afin de constituer un cadre permanent de concertation, de solidarité et de coordination politique. Rejoindre aussi la décision de la conférence des leaders du FDR qui avait adopté une résolution pour œuvrer à la mise en place d'une liste unitaire de l'opposition aux élections des collectivités territoriales de 2027. Promouvoir une représentation significative des jeunes dans les instances de décision ainsi que sur les listes d'investiture pour les prochaines élections électorales. La coordination nationale de la jeunesse du FDR lance un appel à l'ensemble des jeunes sénégalais, aux forces vives de la nation, aux organisations de la société civile et à tous les démocrates pour qu'ils demeurent vigilants et engagés dans la préservation des acquis démocratiques. Pour sa troisième édition, la coordination de PASTEF Almadies 2 a organisé une journée de don de sang en phase avec le principe du don de soi pour la patrie. Le coordonnateur a salué la mobilisation, mais aussi l'esprit de solidarité. Écoutez à ce propos Ibrahima Tako avec Nachib Sagna. Entre en droite ligne dans le cadre de la massification et l'animation du parti au niveau de notre zone, qui est Almadies 2 et les cités environnantes.
Nous avons l'habitude d'organiser cette journée chaque 2 ans. C'est la 3e édition donc. Chaque année, nous faisons un plan d'action qu'on déroule sur toute l'année. Nous avions tenu une réunion, une assemblée générale en début d'année et on a décliné un calendrier d'activités à mener toute l'année. Donc ça, cette journée de don de sang est la 2e activité. Au mois de février, nous avions tenu déjà la foire économique au niveau du terrain de football avec les femmes de Pastef Almadies 2 et les cellules environnantes. Absolument, parce que le don de soi pour la patrie, notre slogan, notre devise du parti, pour lequel on se bat depuis plus de 12 ans, entre en directe ligne avec ce don de sang. Parce que le don de sang, quand vous donnez votre sang, vous ne savez pas à qui va en bénéficier demain. Ça peut être vous-même, ça peut être votre propre parent. Et donc le sang étant donné pour quelqu'un que vous ne connaissez pas, je pense qu'il n'y a pas une meilleure action que ça. On s'était fixé l'objectif d'avoir minimum 50 poches, puisque notre première édition en 2022, on avait eu 50 poches. Mais avec le nombre qu'on a actuellement, je pense qu'on va dépasser cet objectif. Mais en fait, tout à l'heure, le médecin-chef qui a dirigé l'équipe nous disait que même 2 poches, c'est un objectif atteint. Parce que 2 poches, ça veut dire 2 vies sauvées. Et une vie n'a pas de prix. Donc quand vous sauvez même une seule vie, ce que vous avez fait, vous ne pouvez même pas mesurer. Donc c'est juste pour remercier les gens qui ont fait le déplacement. Oui, il y a eu l'honorable Rama Bodian de Guédiawaye qui est venue. Elle a passé beaucoup de temps ici avec nous d'ailleurs. Mais il y a eu mes camarades patriotes, des coordonnateurs tels que celui de Djahaï, le coordonnateur Lahat Diop. Il y a aussi le coordonnateur Lamine Diagne qui est passé. Je viens de voir notre frère de Kermassar, Edouard Baben, qui vient d'arriver. Donc mes camarades patriotes, les responsables de cellules, responsables de section communale sont passés. Et nous allons boucler cette page politique pour parler à présent de l'excellence célébrée à Leader School à l'occasion de cette journée dédiée à la réussite académique. Le directeur a fait un diagnostic sur les insuffisances du système éducatif sénégalais. Une occasion également de présenter des pistes de réforme permettant aux diplômés d'être immédiatement opérationnels sur le marché du travail. Cheikh Ndiaye au micro de Mamadou Thiam. Alors ce thème-là aujourd'hui a pour intérêt de vulgariser tout ce qui est importance sur l'excellence dans le domaine de l'éducation. L'excellence est important parce que c'est l'excellence qui permet à l'enfant d'avoir un viatique partout dans sa vie estudiantine. Et l'excellence aussi est importante parce que quand on est excellent, nous pourrons faire partie des jeunes ou bien des parties prenantes, des acteurs de l'éducation qui pourront vraiment bâtir un pays et une nation. Alors l'excellence, on ne peut pas le vulgariser si et seulement si on n'est pas citoyenne, si on n'est pas civique, si on n'est pas bien éduqué, si on n'est pas respectueux, respectable. La raison pour laquelle nous avons introduit aussi civisme à côté de l'excellence. Moralisation de la vie publique, il faut que les gens se respectent mutuellement. Après le bac, l'enfant est à la croisée des chemins, il est perdu ici au Sénégal. Donc dès maintenant, nous devons renverser la tendance pour les former dans l'opérationnalisation. Une fois le bac, ils pourront avoir des projets et travailler déjà. Parce que tout simplement, il y a des familles qui ne sont pas capables d'attendre leurs enfants étudier jusqu'à doctorat. Non, il faut les former de façon opérationnelle. Voilà. Religion, la cité religieuse de Léona Niassène a vibré au rythme de la 2e édition de la journée de prière. Prière Bessoup Sant Yalla ak Diko Djegoulou initiée par El Hadji Mohamed Niass Moutouti, un moment de ferveur marqué par des prières mais aussi des témoignages. Écoute-toi à ce propos cette correspondance d'Al-Hassan Ba. La 2e édition de la journée de prière dénommée Bessoup Sant Yalla ak Diko Djegoulou s'est tenue à l'initiative d'El Hadji Mohamed Niass Moutouti. El Hadji Ibrahima Niass Baye ainsi que Mayeri Thiam reviennent sur le parcours et l'œuvre de cet homme religieux. Il a toujours enseigné les valeurs morales et religieuses à ses enfants ainsi qu'à ses disciples. Selon lui, l'homme doit d'abord connaître son identité et sa mission. Ce sont là les enseignements des érudits.
Tes disciples ont appris à éviter les comportements et des actes qui ne font pas l'honneur à l'être humain. Grâce à l'éducation qu'il leur a transmise, ils sont aujourd'hui cités en exemple au sein de la communauté. El Hadji Mohamed Zeynab Niass conseille à la famille de poursuivre l'œuvre de leur père en lui emboîtant le pas afin de préserver son héritage spirituel. Vous, ses descendants, avez la responsabilité de lui emboîter le pas, car vous le connaissez mieux que quiconque. Ensemble, vous réussirez à préserver les valeurs qu'il a toujours enseignées. Présent également à cette cérémonie, l'imam Taqikan de Kaneen a livré son témoignage sur l'homme et son engagement au service de la communauté. Partout où il participait à des événements religieux, il représentait dignement la communauté religieuse de Kaolack, sans distinction et avec une parfaite neutralité entre les différents foyers religieux. Doté d'une grande éloquence, il s'exprimait au nom de tous. Alhaji Ahmad Babakar Niass, porte-parole de Léona Niassène, a attiré l'attention des jeunes sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux et sur l'importance des valeurs religieuses. Il faut faire très attention à l'utilisation des réseaux sociaux, car les bonnes comme les mauvaises informations peuvent devenir virales et se propager dans le monde entier sans aucun filtre. J'encourage les organisateurs à pérenniser cette journée qui sera bénéfique à toute la communauté. Cette journée de prière qui existe depuis de nombreuses années en est à sa deuxième édition sous ce nouveau format. Elle a enregistré la présence de nombreux dignitaires religieux ainsi que de disciples venus soutenir Alhaji Mohamed Niass Moutouti. À noter également la coïncidence avec l'inauguration de la rue qui porte désormais son nom. Kaolack, Al-Hassan Ba, Mohamed Diaw, Walfadjri. Après Kaolack, Al-Hassan Ba, direction Daro Marnan, où la communauté mouride et la famille de Boursine Koumbendofen Diouf ont commémoré la rencontre entre Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul et le roi du Sine, occasion marquée par des prières et on appelle des populations pour l'amélioration de l'assainissement des routes, mais aussi faciliter l'accès à l'eau potable dans cette partie du pays. Écoutons à ce propos Arona Koumbendofen Diouf avec Mamadou Matassara. Je fais un appel aux gouvernants d'honorer leurs engagements. Honorer leurs engagements, c'est quoi? De Senghor jusqu'à maintenant, les infrastructures de Touba ne sont pas bonnes. Les routes sont défectueuses. On ne peut même pas circuler. Ici, avoir une voiture, les pneus vont durer que quoi? Que 4 mois à cause de la défection des rues. Donc je pense qu'il est temps d'arrêter les promesses. À chaque élection, les gouvernants viennent ici pour se faire élire. Parce que Touba a un électorat qui détermine et impacte sur l'élection d'un président de la République. Touba a élu combien de présidents de la République? Combien de promesses ont-ils tenues ici qui n'ont jamais été faites? Je pense qu'il est temps quand même de respecter les résidents de Touba. Touba a un PIB qui vient juste après celui de Dakar, la capitale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quand même une plus-value qui rentre directement dans les caisses du Trésor national. Les inondations vont bientôt arriver. Personne ne dort. Je fais un appel aux résidents de Touba de prendre conscience des actes de ces gouvernants, de ces politiciens qui ne viennent ici que pour les bêtes. Bemet Woulia, dont la commune de Bemet Bidjini a accueilli la ziara annuelle en hommage à Moussa Mabou Dabo, érudit et figure religieuse majeure de la région de Sédhiou. Les populations ont profité de la tenue de la cérémonie pour plaider pour la reprise des travaux de la boucle de Boudjé. Plus de détails avec Soulipra Madabo. Situé en plein cœur de Djassini, dans la région de Sédhiou, Bemevouli était le point de convergence des fidèles musulmans venus de tous les coins du pays, de la Gambie et de la Guinée-Bissau, pour commémorer la naissance de Moussa Bambo Dabo, un érudit hors pair qui a consacré toute sa vie à l'expansion de l'islam dans cette partie sud-est de Sédhiou. Occasion saisie par les fidèles pour se recueillir devant la tombe de cet homme de Dieu, un serviteur. Nitu yàlla la woon
C'est un homme de Dieu qui a servi son créateur dans les coins les plus reculés, ce qui explique aujourd'hui ce rassemblement religieux. Sentiment de fierté, parce que c'est pas facile de rassembler tout le monde pour célébrer une personne comme Moussa Bambo Dabo. C'est notre grand-père. Il a laissé beaucoup d'héritage sur le côté spirituel. Et il est de notre devoir de suivre ce chemin. Chaque année, on renouvelle la fête là. Parce que ce vieux qui était là, Dieu a accepté ses prières. Donc tout humain qui vient de Guinée, Gambie, etc., ils viennent ici chercher la prière, avoir la bénédiction, ils vont trouver ça. L'année prochaine aussi, ils vont venir ici. À noter que le Saint-Coran a été lu et relu plusieurs fois durant la matinée. Et la cérémonie a été présidée par le maire de Bemé-Bidjini, en l'occurrence Papa Ali Guédou, qui a misé sur les moyens pour la réussite de cet événement religieux. Toutefois, les populations de cette commune qui souffrent d'enclavement pour cause de l'arrêt des travaux de la boucle de Bouillé demandent au président Diomaye de décanter cette situation avant qu'il ne soit trop tard. Alors que ce commandant à l'État commence dans de très bonnes conditions pour que là où je suis ici, la boucle de Bouillé. A signaler que des prières ont été formulées pour la paix au Sénégal, dans la sous-région et dans le reste du monde. Le de Bémé, Solibra Madabo pour la radio-télévision Walfadjri. Un grand merci à vous, Soli Brahma Dabo. Un grand merci également à Samba Silla pour son appui technique. Un grand merci également à Hassan Gueye pour son appui pour la réalisation de cette édition de 20h Hassan Gueye que vous allez d'ailleurs retrouver à 21h. Hassan Gueye qui va recevoir le DG de Laser Jean-Michel Sen pour revenir un peu sur l'actualité. Et c'était tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également et tout de suite la suite du programme.